Dans cette vidéo, je vous propose de travailler sur la notion d'égalité et ses liens avec les notions de justice sociale et le fonctionnement de l'école. Plus précisément, on va travailler sur les différentes approches, généralement mobilisées par les philosophes et les sociologues, en matière d'égalité. Il est vrai que l'on parle souvent d'égalité sans se demander au fond de quelle égalité est-ce que l'on parle. On va voir à travers cette vidéo qu'il existe différentes formes d'égalité. On va s'appuyer principalement sur les travaux d'un sociologue, François Dubé, et d'un économiste, Anthony Atkinson, sachant que ces questions d'égalité et de justice trouvent leur origine intellectuelle dans des auteurs bien plus anciens. Il faut qu'à l'issue de cette vidéo, vous soyez capable de répondre à deux questions. La première, quelles sont les différentes formes d'égalité identifiées par les sociologues et les économistes? La seconde, comment ces formes d'égalité permettent-elles de comprendre ce que sont une société et une école juste? La compréhension de cette vidéo suppose quelques prérequis. Il faut que vous soyez à l'aise avec les notions et savoir-faire présentés ici. Tout d'abord, en quoi va consister le modèle d'analyse sociologique de la justice sociale? On se propose d'utiliser un modèle de justice à trois dimensions. On va distinguer l'égalité des droits, qu'on appelle également égalité d'accès ou égalité des situations initiales, l'égalité des chances, qu'on renvoie souvent à la notion d'équité, et l'égalité des résultats, autrement appelée égalité des places ou égalité des situations finales. Et on va se demander ce que signifie chacune de ces formes d'égalité. Quels problèmes est-ce qu'elles soulèvent? Comment les mettre en œuvre? Et est-ce qu'elles sont indépendantes l'une de l'autre? Donc commençons d'abord par étudier la première forme d'égalité qui est l'égalité des droits. Pour ça, on va imaginer que la vie est une sorte de course où chacun essaie d'être le premier. On va imaginer que dans cette course, on a trois participants. L'égalité des droits va simplement consister à donner le même droit à chacun de participer à la course. Chacun a le droit de participer, il n'y a pas de sélection à l'entrée. On peut faire un parallèle ici avec le suffrage universel. Si on considère que cette course est une course politique, on dira que chacun a le droit de voter ou chacun a le droit de se présenter aux élections. Ce suffrage universel qui s'oppose au suffrage censitaire, longtemps dominant en France. Deuxième forme d'égalité, l'égalité des chances. On va supposer ici, pour une raison qu'on ignore, que Denis est moins performant à la course que John et Eliud. En vertu de l'égalité des chances, on va donner un avantage à Denis, en lui permettant de partir un petit peu avant les autres, et donc de compenser son désavantage initial. On voit dans ce cas que l'égalité des chances consiste à donner plus à ceux qui ont moins. On peut penser à l'exemple des mesures de discrimination positive, notamment, c'est ce qui se fait en matière scolaire, lorsqu'on diminue la taille des classes dans les réseaux de type REP et REP+. Néanmoins, on va y revenir, mais on peut déjà évoquer le problème, cette égalité des chances soulève des questions. Si je reprends l'exemple de Denis, on peut se demander, est-il personnellement responsable de sa situation défavorisée? S'il est moins performant que les autres, au fond, est-ce que c'est parce qu'il a eu la flemme de s'entraîner? Autre question, comment chacun des participants vit-il cette décision? John et Eliud vont-ils considérer comme normal, légitime, que Denis parte avec un avantage par rapport à eux? Troisième forme d'égalité, l'égalité des résultats. Donc dans ce cadre, on va laisser la course se dérouler. Chaque participant monte sur un podium et un premier cas de figure va être analysé au niveau des récompenses que chacun va recevoir. Premier cas de figure, on suppose que chaque récompense est strictement la même. Cela signifie que quel que soit son niveau de performance, chaque participant à la course reçoit la même récompense. On se doute que exposer ainsi cette forme d'égalité peut soulever des mécontentements, peut soulever des critiques. Pourtant, quand on y réfléchit, cette forme d'égalité des résultats, on peut la souhaiter en matière scolaire, en considérant par exemple que chaque élève doit maîtriser un certain nombre de savoirs et des compétences de base,
comme lire, écrire, compter, etc. Deuxième exemple possible, cette fois-ci en matière économique. On suppose maintenant que la taille de la récompense, l'importance de la récompense est proportionnelle à la performance de l'individu. Ben là encore, il y a une question qui se pose, c'est quel est le niveau acceptable d'inégalité économique? Est-ce que le premier, qui est plus performant, doit avoir une récompense beaucoup plus importante que le second? Et est-ce que le second doit avoir lui-même une récompense beaucoup plus performante que le troisième? Donc si on analyse un petit peu ce modèle à 3 dimensions, on va observer que l'égalité des droits, par exemple à travers le droit de vote, le droit à l'instruction gratuite, cette forme d'égalité, elle ne fait pas vraiment débat, on ne va pas s'y attarder dessus. L'égalité des chances, en revanche, qui consiste donc, on l'a dit, à donner plus à ceux qui ont moins, elle soulève au moins 3 problèmes. D'une part, l'inégalité de départ est-elle liée ou pas au comportement individuel? On suppose qu'on acceptera plus facilement que les personnes défavorisées bénéficient d'un avantage à condition qu'on estime qu'elles ne sont pas responsables de leur situation. Deuxième question, est-ce qu'il y a un risque de stigmatisation des populations avantagées? Par exemple, on sait que quand on interroge les personnes qu'on a voulu aider parce qu'elles étaient en position initiale défavorisée, généralement, c'est ce que montrent en tout cas les travaux de François Dubé, généralement ces personnes considèrent qu'elles ne souhaitent pas être aidées du fait de leur différence, mais qu'elles aimeraient être reconnues simplement au titre de leur performance. Troisième question, est-ce qu'il y a un risque de culpabilisation des populations en échec, à l'origine d'une forme de ressentiment, de jalousie? Au fond, une société qui ne reposerait que sur l'égalité des chances supposerait que ceux qui ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs, ceux qui ne parviennent pas à être performants, seront renvoyés à leur propre échec et à leur propre responsabilité personnelle. On voit donc qu'une société dans laquelle il n'y aurait que l'égalité des chances risque d'entraîner une baisse de la cohésion sociale. Troisième forme d'égalité que l'on a évoquée, l'égalité des résultats. On peut évoquer par exemple la baisse des inégalités économiques. Donc là encore, 2 questions centrales. On peut se demander pourquoi la souhaiter. Alors en général, on utilise un critère économique et on considère que l'utilité marginale de la richesse est décroissante, ce qui signifie qu'1 euro supplémentaire chez un riche rapporte relativement moins de bien-être supplémentaire, moins d'utilité que le même euro supplémentaire dans la poche d'un pauvre. C'est ce qui justifie généralement la mise en place d'un impôt de type progressif, c'est-à-dire un impôt dans lequel le taux d'imposition augmente avec le revenu. Il y a d'autres exemples possibles, donc un exemple qu'on n'a pas encore évoqué, qui est celui de la probabilité de guérison face à la maladie. On peut considérer comme légitime, normal, qu'il y ait une égalité des résultats en matière de probabilité de guérison face à la maladie. Et puis il y a un deuxième exemple qu'on a déjà évoqué et que l'on va approfondir maintenant, qui est celui du niveau de compétences et savoir de base des élèves. C'est donc l'application de l'égalité des résultats à l'école. Donc si on confronte notre modèle aux statistiques, à travers l'exemple de l'école, on va observer un certain nombre de choses. Par exemple, je vous propose ici un graphique qui nous montre la proportion de candidats boursiers en fonction du type de diplôme postulé. Donc il s'agissait ici de l'Académie de Toulouse en 2018. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'une partie importante, 41% des candidats au BTS sont boursiers. Or, un BTS est un diplôme qui entraîne une poursuite d'études relativement courte. Et au fond, se positionner sur des BTS, c'est quelque part faire le choix d'ambitions plus mesurées par rapport aux élèves qui postulent pour des classes préparatoires ou pour des cursus d'études plus longs. On voit donc que les ambitions des élèves sont corrélées à l'origine socio-économique. Plus les études sont longues, plus les études sont perçues comme difficiles, et plus les étudiants boursiers, c'est-à-dire en position économique défavorisée, et bien plus ces étudiants hésitent, ne souhaitent pas se porter candidat pour les diplômes les plus sélectifs. Deuxième graphique que je vous propose maintenant, le taux de mention au bac en 2017 par ville, en distinguant les 10 villes les plus riches et les 10 villes les plus pauvres. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a un écart de 20 points entre le taux de bacheliers ayant eu une mention
selon qu'il habite dans une des 10 villes les plus riches ou une des 10 villes les plus pauvres. En d'autres termes, 57,3% des bacheliers habitant dans une des 10 villes les plus riches ont eu une mention, contre 37,3% de ces mêmes bacheliers dans les 10 villes les plus pauvres. On observe donc une grande disparité territoriale, ce qui traduit au fond une égalité des chances selon la ville de résidence. Je vous renvoie sur ces questions aux travaux, par exemple, même s'il y en a d'autres, d'Agnès Van Zanten, qui a montré dans des travaux récents que les lycéens qui faisaient leur scolarité dans des lycées favorisés bénéficiaient d'un meilleur accompagnement, notamment en matière d'orientation, par rapport aux lycées qui rassemblent des publics moins favorisés. Autre graphique que l'on peut maintenant étudier, celui du taux de mobilité sociale ascendante en fonction du taux de diplômés du supérieur. Alors qu'est-ce que le taux de mobilité sociale ascendante? C'est la part, en pourcentage, des enfants issus des classes populaires, employés, ouvriers, qui sont devenus cadres ou professions intermédiaires. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a une corrélation positive. Autrement dit, plus il y a dans un département de diplômés de l'enseignement supérieur, et plus la probabilité pour un enfant issu de milieux populaires de devenir cadre ou profession intermédiaire augmente. À ceci près qu'il existe une grande disparité territoriale. Par exemple, un enfant d'ouvrier qui vivrait dans la Creuse ou en Charente a moins de chances de connaître une mobilité sociale ascendante qu'un même enfant d'ouvrier en Haute-Garonne, à Paris ou dans les Hauts-de-Seine. Donc cela traduit là encore une forme d'inégalité des chances selon le département de naissance. Dans ce tableau, je vous propose maintenant de revenir sur ce qu'on a vu dans une vidéo précédente dans laquelle on parlait de la fluidité sociale. On rappelle que cette fluidité sociale, dont on a déjà beaucoup parlé, eh bien, elle reste foncièrement limitée. On voit ici que le calcul des chances relatives dans le cas de la société française eh bien, nous montre qu'un fils de cadre a près de 30 fois plus de chances de devenir cadre plutôt qu'ouvrier qu'un fils d'ouvrier, ce qui traduit, là encore, une assez faible égalité des chances. Dernier graphique que je vous propose maintenant. On se propose maintenant de voir comment se positionne la France en matière de justice sociale vis-à-vis des autres pays. On a ici en ordonnée l'indice d'inégalité de Gini, qui peut être considéré comme une mesure du degré d'égalité des résultats économiques. Plus l'indice de Gini est élevé, plus cela signifie que les résultats économiques, c'est-à-dire que les écarts de revenus, sont importants entre les ménages. Et on a en abscisse l'impact du revenu du père sur celui des enfants, qui peut être considéré comme une mesure du degré d'égalité des chances. Plus ce chiffre est élevé, plus il traduit une influence forte de la profession et du revenu des parents sur celui des enfants. Donc on va distinguer 3 groupes de pays. Le premier, États-Unis, Italie, Royaume-Uni, il rassemble les pays à faible égalité des résultats et faible égalité des chances. On a ici un deuxième groupe de pays, l'Australie, le Canada, qui se caractérise par une faible égalité des résultats, donc des inégalités économiques assez fortes, en revanche une forte égalité des chances. Troisième groupe de pays, qui sont les pays qui présentent à la fois une forte égalité des résultats et une forte égalité des chances. Donc peu d'inégalités économiques dans la vie active et en même temps une influence assez faible de l'origine sociale sur la destinée des enfants. Si on s'attarde sur le cas de la France, on voit que la France est au fond un cas particulier. Elle présente à la fois une assez forte égalité des résultats économiques et une faible égalité des chances. Assez forte égalité des résultats économiques puisque, comme on l'a déjà dit, on aura l'occasion de le redire, le système de redistribution en France permet d'avoir des inégalités économiques relativement plus faibles que dans les autres pays. En revanche, l'égalité des chances y est faible car l'origine sociale continue d'avoir une influence assez forte sur la destinée des enfants. Donc cela renvoie à la question du problème scolaire. En France, le système cumule faible égalité des résultats scolaires et faible égalité des chances. C'est ce que montrent notamment à intervalles réguliers les études PISA. Faible égalité des chances, on l'a dit, tous les graphiques qu'on a vus jusqu'à présent montrent que l'origine sociale continue d'influencer fortement la mobilité scolaire et sociale, qui se traduit donc par une faible fluidité sociale. Mais on a aussi une faible égalité des résultats scolaires. Les compétences de base, écriture,
calcul sont très inégalement maîtrisés. Pour s'en convaincre, on va observer encore une fois quelques graphiques pour constater que en moyenne, les Français sont, en tout cas ceux ici âgés de 30 à 34 ans, sont moins souvent diplômés que les individus appartenant à la même catégorie d'âge dans d'autres pays. On constate également qu'en matière de maîtrise des chiffres, la numératie, ou des lettres, la littératie, ou de maîtrise des compétences liées à l'informatique, et bien sur ces trois domaines, nous sommes en France moins performants que des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis. Un phénomène qui est directement à rapprocher au fait qu'on dépense finalement assez peu en France, comparativement aux autres pays, en matière de dépenses cœur, c'est-à-dire les dépenses scolaires directement liées à la pédagogie. Par exemple, le nombre d'élèves par classe. Par exemple, la rémunération des enseignants. Par exemple, l'équipement des salles. Où on préférera en France, davantage que dans les autres pays étudiés ici, prendre en charge des dépenses annexes de type par exemple déplacement en bus ou bien financement de la cantine. Alors ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Tout d'abord, l'analyse sociologique de ce qu'est une société juste et équitable repose sur un modèle qui articule trois formes d'égalité qu'il faut connaître. Ces trois formes, ce sont l'égalité des droits, l'égalité des chances, l'égalité des résultats. L'égalité des chances, on l'a dit, elle est probablement souhaitable, mais elle soulève des problèmes dans son application, notamment en termes de stigmatisation des populations défavorisées, une forme de ressentiment des populations favorisées vis-à-vis des autres, ce qui entraîne une forme de déliaison, une moindre intégration sociale. Autre idée, l'égalité des résultats ne suppose pas l'égalité parfaite. Quand on parle d'égalité des résultats, ça ne veut pas dire que l'on souhaite que tous les individus gagnent exactement le même revenu, quelle que soit leur performance. En revanche, l'égalité des résultats peut supposer une réduction des inégalités économiques, en vertu du principe de l'utilité marginale décroissante, qui justifie, on l'a vu, un impôt progressif. Mais aussi une réduction des inégalités sociales, en matière de guérison face à la maladie, en matière également de possession des compétences scolaires élémentaires. D'autre part, l'égalité des résultats économiques favorise l'égalité des chances. Il y a une corrélation positive. On l'a vu à travers le dernier graphique. En réalité, plus l'égalité des résultats est élevée et plus l'égalité des chances est élevée également. En effet, si on réduit l'écart, notamment les écarts de revenus et de prestige entre les individus et entre les catégories sociales, eh bien on augmente la probabilité pour que, par exemple, un fils d'ouvrier devienne cadre. On a vu également que l'école française était assez profondément, sans doute, dysfonctionnelle. Il n'y a pas d'égalité des chances, ou assez peu d'égalité des chances. En tout cas, cette égalité fluctue fortement en fonction des territoires. Donc il y a un fort déterminisme territorial et social. Il n'y a pas non plus, franchement, d'égalité des résultats, puisque en matière de compétences de base, eh bien, il y a une grande disparité. On peut parler d'une chaîne d'inégalités qui se forme en réalité dans la famille et qui se reproduit jusqu'au quartier, jusqu'à l'école, jusqu'à la ville, jusqu'au département, jusqu'à la région et même jusqu'au pays. Dernier élément à retenir, tout ceci a une conséquence. L'égalité des résultats économiques, on l'a dit, qui est forte en France grâce à la redistribution, est obtenue au prix d'une forte intervention de l'État. Or, cette intervention est régulièrement critiquée. Il n'y a qu'à regarder le fort taux de prélèvement obligatoire en France.